Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours de génie logiciel avancé. Dans ces chapitres d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important intitulé la qualité logicielle. Comme vous le savez tous, nous produisons ou nous créons des logiciels tous les jours, mais ce ne sont pas tous les logiciels que nous produisons répondent effectivement aux besoins fonctionnels qui ont été exprimés au départ par le client. Certains logiciels même n'arrivent pas à atteindre la phase d'implémentation. Dès la phase conception, c'est tellement ambigu que ça ne continue pas. D'où il faut réfléchir sur une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire comment concevoir des logiciels de qualité. Le mot qualité, si on le définit selon la norme ISO 9000-2000, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Ça veut dire que lorsque vous avez reçu un cahier des charges d'un client, le client a exprimé dans son cahier des charges un ensemble de besoins. D'accord? Ces besoins peuvent être exprimés dans le cahier des charges ou implicites. Et ces besoins sont caractérisés par un ensemble de fonctionnalités. Ça peut être par exemple le design, l'interface graphique, ou bien le temps de réponse, la performance, ou bien la qualité, la sécurité. Cet ensemble-là qui est exprimé doit être satisfait au moment de la livraison du produit. D'accord? Comment je saurais que j'ai un produit de qualité? C'est par rapport à ce que j'avais décrit dans mon cahier des charges. Donc l'entité, ça peut être tout ce qui est, ça peut être un produit, un processus, un organisme, d'accord? Ou même la combinaison de tous ces trois. Donc tout ce qui peut être décrit et considéré individuellement. Maintenant, quand on associe ces deux mots, qualité, entité, maintenant du point de vue logiciel, c'est l'ensemble des traits et des caractéristiques d'un produit logiciel portant sur son aptitude à satisfaire les besoins exprimés et implicites. D'accord? On exprime un besoin, c'est de réaliser par exemple un logiciel d'audit du système d'information et ce logiciel doit répondre à un certain nombre de besoins. D'accord? Et lorsque le maître, par exemple, d'ouvrage arrive à concrétiser ce qui a été demandé, on lui demande maintenant de présenter ce travail. Si le travail ne correspond pas à ce qui a été demandé, on pourra dire qu'il y a un décalage entre ce qui a été proposé dans le cahier des charges et ce qui a été fourni. Donc, pour parler de la qualité, il y a le préalable. D'abord, au niveau des exigences qualité. D'accord? Les attentes du client ou les utilisateurs en matière de qualité sont clairement définies. On ne peut pas parler de qualité si on ne connaît pas le besoin ou on ne connaît pas les attentes, pardon. D'accord? Ça doit être exprimé, voire même quantifié. Au-delà des spécifications fonctionnelles, le cahier des exigences doit prendre en compte le besoin en termes de caractéristiques de la qualité. D'accord? Une fois ces besoins-là exprimés, les différents ingénieurs qui interviennent dans le projet doivent chercher à atteindre ces objectifs, ça veut dire réaliser tout ce qui a été soumis comme exigence. La qualité doit être mesurée. Donc, une qualité qui n'est pas mesurable n'est pas bonne. Donc, les caractéristiques qualité doivent être mesurables pour permettre de vérifier le niveau de la qualité. Un logiciel, on doit mesurer par exemple le nombre de fonctionnalités réalisées. Avec bug ou sans bug, on doit être capable de mesurer ce qui a été proposé. Troisièmement, maîtriser le processus. Donc, la qualité du produit peut être maîtrisée par la maîtrise du processus qui le crée, de la conception à la livraison. D'accord? Et souvent, cette maîtrise vient du fait que vous avez une équipe qui est bien formée. D'accord? Une équipe qui a compris le besoin réel du client et une équipe qui vérifie à tout moment que ce qu'il est en train de mettre en place correspond réellement à ce qui a été
demandé. Donc, le premier point que nous allons aborder, lorsqu'on parle de la qualité du logiciel, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. L'un des éléments, c'est la convivialité. D'accord? Lorsque j'utilise le logiciel, est-ce que c'est facile à l'utiliser? Ça veut dire l'apprentissage est aisé. D'accord? Lorsqu'un logiciel est trop compliqué, souvent, nous tendons à dire que ce n'est pas un logiciel de qualité. L'efficacité, ça veut dire aucun gaspillage de ressources sur le point de vue mémoire, temps de calcul. Ce n'est pas un logiciel lorsque vous l'installez. Par exemple, j'installe Photoshop. Le fait seulement de charger une image me consomme toute la mémoire. Ça, c'est un problème. Ou le fait de faire, par exemple, une transformation de l'image. Je transforme l'image en couleur. Je vais le biaiser en image en gris. Et ça me consomme la mémoire. Ou ça prend du temps pour que ça s'exécute. Donc ça, je pourrais conclure qu'il y a un problème. On peut voir également la fiabilité. Les tâches sont effectuées sans problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'on peut demander, on peut le recevoir. D'accord? Sans erreur. Donc, c'est fiable. Facilité de maintenance. Une fois nous avons remarqué que quelque chose ne marche pas, nous pouvons faire une demande, déclarer qu'il y a un incident. On peut facilement modifier, corriger l'erreur ou le faire évoluer si on doit intégrer de nouvelles fonctionnalités. Un logiciel qui est aussi réutilisable. D'accord? Donc ces parties peuvent être réutilisées facilement. Donc ce sont quelques éléments qu'on peut utiliser pour parler de la qualité logicielle. La perception de la qualité diffère aussi de l'intervenant. Donc si je suis un client, pour moi un logiciel de qualité, c'est un logiciel qui résout le problème à un coût acceptable. D'accord? Je veux un logiciel qui va m'aider à résoudre mon problème, mais je veux que la marge au niveau prix ne soit pas explosive. Côté utilisateur, on regarde beaucoup plus ce qui est facile à apprendre et utile et efficace. D'accord? Un logiciel que je peux facilement apprendre, maîtriser et qui va répondre à mes besoins. Je dis, ah, ça c'est un logiciel de qualité. Le développeur, lui, voit la qualité sous un autre angle. C'est beaucoup plus un logiciel facile à concevoir, à maintenir et à réutiliser. D'accord? Là, c'est le niveau développeur. Et côté gestionnaire, on regarde beaucoup plus la vente, le business. D'accord? Que je peux vendre facilement. Un logiciel qui va satisfaire aux besoins des clients, qui sera peu coûteux à développer. Donc, il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu et ces paramètres peuvent vous aider à voir la qualité. Donc, lorsque vous concevez le logiciel, essayez de regarder tous ces angles pour voir si je me mets à la place du client, qu'est-ce que je dois faire si je me mets à la place de l'utilisateur, moi-même en tant que développeur et gestionnaire. Donc, les différents attributs peuvent être en conflit, d'accord? Accroître l'efficacité peut rendre le logiciel plus difficile à maintenir et à réutiliser. C'est souvent ça le cas, d'accord? Donc, définir les critères de qualité constitue un élément clé du génie logiciel. Qu'est-ce que nous voulons concevoir dans le logiciel? Et pour nous, c'est quoi les logiciels de qualité? Donc, la conception aura pour but de rencontrer ces critères lorsqu'on est en train de concevoir. Tout ce qui a été énoncé comme critères, nous devons les rencontrer. Et trop en faire est une perte de temps et de ressources. Donc, on essaye juste de faire ce qui est demandé et de ne pas aller au-delà. Donc, l'optimisation des logiciels peut être nécessaire. Il faudrait atteindre un niveau de performance optimal en fonction des coûts budgétés. Donc, critères internes pour la qualité. Donc, on peut regarder par exemple le style de programmation comme le critère interne de qualité. On peut regarder la quantité et la qualité des commentaires comme critère par exemple de qualité. Par exemple, je viens d'être nouvellement embauché, je dois me lancer sur un travail qui a été déjà réalisé il y a 2 ans. Mais si le logiciel n'est pas bien documenté, il n'y a pas de commentaires dans le code, souvent ça prend du temps pour comprendre de quoi il s'agit. D'accord? La complexité du programme produit. Donc, ce sont les différents éléments qu'on peut regarder. Donc,
La qualité interne caractérise certains aspects de la conception du logiciel, ont un effet direct sur la qualité externe du produit. Comment vous développez le logiciel aura un impact sur l'utilisation du logiciel. À court terme, qu'est-ce qu'on cherche du point de vue qualité? À court terme, on cherche un logiciel qui répond aux besoins immédiats du client. D'accord? Est-ce que ce que le client veut, je suis arrivé à lui fournir cela? D'accord? Est-ce que mon logiciel peut-il faire face aux exigences actuelles? Ce qui a été demandé. D'accord? À long terme, la maintenance. Quand on voit la maintenance, il y a la correction ou l'évolution du logiciel. D'accord? Est-ce que le logiciel est maintenable? Est-ce que le logiciel peut évoluer? Et également le besoin futur. Maintenant, lorsque nous créons le logiciel, du point de vue qualité, nous avons un certain nombre d'exigences que nous essayons de satisfaire. Mais il faut aussi souligner que il y a aussi un certain nombre de risques aussi qui entrent en jeu. Et cela impacte la qualité du logiciel. Entre autres, la complexité et la quantité des éléments à tenir en compte. Si vous ne le maîtrisez pas, ça risque de dégrader la solution que vous allez mettre en place. L'incertitude concernant la technologie, d'accord? Quelle technique utiliser, quelle technologie utiliser, d'accord? L'environnement de déploiement, tous ces aspects-là peuvent avoir un impact sur la qualité de votre logiciel. L'incertitude concernant les exigences, d'accord? Ne pas bien comprendre le besoin du client, ne pas bien comprendre les exigences, peuvent aussi influencer sur la mauvaise qualité du logiciel. L'incertitude concernant les compétences, d'accord, les gens qui vont travailler dans le groupe pour développer ces logiciels. L'adaptation face au changement, ça c'est aussi un paramètre clé parce que le logiciel est un besoin qui est exprimé au cours d'un temps, mais après un certain moment, le client peut dire voilà, le marché a changé, je ne veux plus de telle option X, je veux d'une option Y. Donc, il faut l'intégrer et cela peut changer aussi beaucoup de choses. La détérioration du produit et les risques politiques qui peuvent aussi influencer. On peut remarquer qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer dans le logiciel et il y a des termes techniques qu'on utilise. Par exemple, le terme défaillance. D'accord? Le mot défaillance ou failure, c'est un comportement inacceptable démontré par un système. Donc, un logiciel défaillant, un système défaillant, un composant défaillant, une fonction défaillante, d'accord? Donc, quand vous entendez le mot défaillance, failure, ça veut dire qu'il y a un comportement inacceptable démontré par un système. Ça veut dire le système n'a pas réalisé réellement ce qu'on attendait de lui. Donc, la fréquence de ces défaillances est une mesure de fiabilité d'un système. Donc, quand le système, par exemple, le logiciel redémarre à chaque fois que vous ouvrez une image. D'accord? Normalement, quand on ouvre une image, ça doit être stable. Mais vous remarquez qu'à chaque fois que vous ouvrez une image, il y a un problème au niveau de la mémoire. Ça ne stocke pas, il n'y a pas assez de mémoire, ça consomme toute la mémoire. Et le système bloque, ça redémarre. Donc, la fréquence de ces défaillances est une mesure de la fiabilité d'un système. Donc, un bon design, lorsque c'est une bonne conception, doit donc avoir comme objectif de produire un système fiable. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir zéro problème. D'accord? Réduire au maximum le nombre de défaillances. Parce que, remarquez par exemple pour un avion, lorsque vous avez mal conçu une fonction de pilotage automatique, qu'est-ce qui peut arriver lorsque le pilote tente de reprendre la main et l'avion ne lui donne pas la main? Ça veut dire que vous allez tout droit au crash. Donc, un problème de défaillance qui n'est pas corrigé risque de produire des catastrophes graves. Donc, une défaillance résulte d'une mauvaise réalisation des exigences du système. C'est-à-dire on a mal compris ce qui a été demandé et on a mal réalisé cela, pensant que c'était la bonne fonction et c'est la mauvaise. Deuxièmement, c'est le défaut. D'accord? Dans un système,
Le défaut est une faille pouvant contribuer à l'occurrence d'une ou plusieurs défaillances, c'est-à-dire quelque chose qui a été mal conçu peut créer des défaillances, générer des problèmes récurrents. Donc, cette faille peut se trouver au sein bien même dans l'énoncé des spécifications qui est à l'intérieur du code source. Ça veut dire, dès le départ, si le client n'a pas bien communiqué son exigence, son besoin, cela peut conduire à réaliser quelque chose qui n'a pas été vraiment dans l'intention du client. D'accord? Parfois, c'est l'accumulation de plusieurs défauts qui cause une défaillance. D'accord? Beaucoup de défauts peuvent causer. Dans certains cas, un défaut peut demeurer caché. Donc, on ne le voit pas. Sa présence ne cause pas de défaillance, mais ça existe. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une action qui peut déclencher cela. Supposons que vous avez fait beaucoup de cas. Il y a des cas if, else, mais il y a un cas if qui n'est pas vraiment, dans les différents exemples que vous avez traités, qui n'est pas touché. Donc pour vous, tout marche bien. Mais il arrivera un moment où une action va arriver, ce cas-là est touché et le système tombe en panne. Ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas, mais c'est parce que quelque chose a été mal conçu. On parle aussi d'erreur, ça veut dire une inattention ou une mauvaise décision prise par un développeur menant à l'introduction d'un défaut. D'accord? Mauvaise décision prise par un développeur, on appelle ça d'erreur. Donc certains mots que j'utiliserai sembleraient des mots en anglais parce que souvent le vocabulaire c'est de l'anglais. Une des choses qui peuvent nous aider à limiter les dégâts dans la phase conception des logiciels, implémentation, c'est le test. Beaucoup de logiciels ne sont pas testés. C'est pour cela que ces logiciels ne fonctionnent pas bien. Et quand on parle de tests, il y a des tests à plusieurs niveaux. D'accord? C'est comme si vous voulez réaliser par exemple un objet. Je donne un exemple, une porte par exemple avec l'empreinte digitale. Et vous avez exprimé un besoin sous forme de cahier de charge. La phase de test souvent intervient à la fin. Le produit est déjà créé et vous testez, vous dites non, non, c'est pas ce que j'avais demandé. Peut-être ça a pris 6 mois pour concevoir. C'est après 6 mois que vous exprimez réellement le besoin que le produit ne répond pas à ce que vous avez sollicité. Donc, comment vous allez faire dans ces cas-là? Vous devez commencer à créer, par exemple, des bricolages pour essayer d'adapter ça pour que ça soit un peu proche de votre besoin. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. Tantôt, ça marche, tantôt, ça ne marche pas. Donc, c'est pour cela, pour éviter de se retrouver dans cette phase-là, on introduit à chaque niveau de cycle de vie d'un logiciel les tests adéquats pour éviter à ce que vous puissiez vous retrouver dans des situations difficiles. Donc, il y aura des tests. On peut prendre ça sous forme de 3 axes. Donc, l'axe au niveau détail, cycle de vie, d'accord? Dans le cycle de vie, prenons l'axe qui est vertical. On regardera du point de vue système, quels sont les tests qu'on doit faire dans le système dans son entièreté, le logiciel en soi. C'est ça au niveau cahier de charge. Qu'est-ce que je vais vérifier à la fin lorsqu'on me livre le produit? Quelles sont les fonctionnalités qui doivent être là? D'accord? Ça, c'est le niveau global. Au niveau intégration, je dois vérifier que 2 différents composants peuvent communiquer. Il y a le composant authentification de l'utilisateur et il y a le composant, par exemple, achat de produits. Donc, quelqu'un qui est authentifié peut acheter le produit. Je dois vérifier qu'il y a l'intégration. Quelqu'un qui n'est pas authentifié ne peut pas acheter le produit. Ou quelqu'un qui est authentifié peut se connecter à la conférence, à la visioconférence. Quelqu'un qui n'est pas connecté ne peut pas se connecter à la visioconférence. Ou bien tout le monde peut se connecter, mais il n'y a rien que les gens qui... plutôt tout le monde peut se connecter à la visioconférence, mais il n'y a que les gens authentifiés qui peuvent, par exemple, prendre droit au débat. D'accord? Leurs micros ou vidéos seront activés pour discuter de différents sujets. Donc, tout dépend des spécifications
qui ont été donnés. Donc l'intégration, c'est voir que deux ou plusieurs composants peuvent communiquer. Le module, c'est le composant lui-même, par exemple le module authentification. On s'assure que ça marche bien, on teste tous les scénarios possibles. Maintenant, dans le module authentification, on peut avoir 50, 60 ou même 100 fonctions ou 3 fonctions. Les 3 fonctions doivent être testées séparément, une à une. On appelle ça les tests unitaires. D'accord? Donc, on teste de façon unitaire, ça veut dire on regarde la fonction. On teste le module, le composant. On teste deux composants différents ou plusieurs qui interagissent l'intégration. On teste tous les systèmes, c'est le test d'acceptation ou recette. D'accord? Maintenant, du point de vue caractéristique, qu'est-ce qu'on va tester? D'accord? Ça, c'est les choses fonctionnelles et non fonctionnelles. Donc, c'est cette partie. On peut tester, par exemple, le côté fonctionnel d'abord. Est-ce que le logiciel, toutes les fonctions qui ont été demandées existent et bel et bien, ils fonctionnent bien? Robustesse du logiciel. Donc, le système fonctionne bien et sans faille. La performance du système, côté consommation mémoire, côté temps, latence, ainsi de suite. L'ergonomie, la présentation, d'accord? La sûreté, c'est la fiabilité et la sécurité, tout ce qui est intrusion, ainsi de suite, détection d'intrusion, faille de sécurité ou de cryptage, si notre logiciel doit avoir cette option. On peut aussi faire les tests sous plusieurs approches. Donc ça, c'est le niveau d'accessibilité. On peut faire les tests sous forme d'approche white box, on appelle ça une boîte blanche, en test en vert, ou bien boîte noire, où on ne voit pas le contenu, ça veut dire le code source. On ne peut pas influencer sur ces résultats. On donne juste les inputs, on regarde les outputs. D'accord? Donc, on parlera des tests unitaires, on parlera des tests fonctionnels, d'intégration, de performance, de charge, de vulnérabilité, de sécurité, d'accord? Des tests d'acceptation et des tests de non-régression. Donc, nous allons essayer de parcourir tous ces différents tests pour comprendre. Parce que du point de vue, par exemple, qualité de notre produit, il y a un certain nombre de tests réalisés. Mais du point de vue logiciel, la qualité repose sur ces tests-là. Un logiciel de qualité, c'est un logiciel qui a subi un certain nombre de tests et tous ces tests-là sont avérés négatifs. Ça veut dire que toutes les fonctions réalisées ont subi ces tests et sont ressorties négatives. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur. Tester de façon efficace et effective. Afin de tester d'une façon effective, il faut découvrir autant de défauts possibles dans un système. D'accord? L'effectivité. Mais tester de façon efficace, on cherche à trouver un maximum de défauts en effectuant le moins de tests possible. D'accord? Donc, tout ce qu'on cherche, c'est comme un travail de détective, on cherche des failles. Donc, on doit amener notre logiciel à un niveau où nous devons tester, tester, tester pour réduire tout le problème possible. On ne livre jamais au client une solution sans l'avoir testé. Et on doit faire le test à tous les niveaux. Donc, c'est pour cela qu'il y a les ingénieurs qui ne font que des tests. Donc, dans des grandes entreprises, il y a des ingénieurs qui sont juste dans la partie business analyst, où ils vont analyser les exigences, le cahier des charges du client, ils vont formaliser cela et vont remettre ça aux ingénieurs de conception qui vont concevoir les différents designs et vont remettre ça aux programmeurs et qui vont coder le code source, réaliser le logiciel. À chaque phase de réalisation, pour ne pas aller dans la méthode en cascade, mais plutôt dans la méthode agile, à chaque fois on termine un cycle, on fait les tests. D'accord? On teste. Maintenant, ce qu'on fait avec les tests, on fait des tests de manière automatique. C'est-à-dire les gens vont créer des tests. Il y a un logiciel qu'on va intégrer nos différents tests et on va les implémenter pour que le système soit automatisé dans la vérification d'erreurs. Donc, le testeur doit penser comme un programmeur afin de découvrir où il peut avoir introduit une erreur. D'accord? Le testeur ne doit négliger aucune piste. Donc, il doit suspecter toutes les composantes.
On ne peut pas dire, ah, la fonction authentification était bien réalisée parce que j'ai confiance en tel ingénieur. Non, il ne s'agit pas de la confiance sur un ingénieur, il s'agit plutôt de vérifier que le produit répond à ce qui a été décrit comme fonctionnalité. Le testeur doit demeurer efficace afin de ne pas prendre un temps précieux à attraper le coupable. D'accord? Donc, il y a un minimum de temps qui est demandé. Le premier modèle de test, comme j'avais dit, de white box, ça veut dire boîte de verre. Ça veut dire quand je vois le verre, par exemple, c'est clair. Donc, on peut voir, c'est transparent, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Donc, on appelle ça la boîte blanche. Alexa, stop. Alexa, stop. Aussi appelé test, je m'excuse. Aussi appelé test en boîte blanche ou test structuraux. D'accord? Dans ce cas, le testeur a accès à un design interne du système. Donc, il peut lire le document de design, il peut examiner le code source view de programme. Ça veut dire que je peux regarder le code, comprendre comment l'ingénieur qui l'a implémenté a fait. Donc là, j'ai l'accès à toutes les informations. Donc, on observe l'exécution à chaque niveau. On peut faire le débogage pour suivre l'évolution de ces différentes variables en interne. Ok? Donc, le programmeur devait toujours effectuer ce genre de tests pour tester le code qu'ils produisent. Donc, si on veut suivre le code, la fonction, qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal qui s'est fait à l'intérieur. Donc, ça, c'est quand on a l'accès au code source. Donc, on peut effectuer cela. Donc, on peut produire ce qu'on appelle des graphes d'exécution de votre code, de votre fonction, et ça va décrire les différentes étapes, parcourir les différents nœuds créés, ainsi de suite. Donc, les branchements dans le code produisent des nœuds. Une fois les graphes codés, il existe différentes façons de couvrir ces graphes en effectuant des tests. Couvrir tout le chemin ou couvrir toutes les branches ou bien couvrir tout le nœud. D'accord? Donc, j'ai écrit une fonction, d'accord, en Java et ça va me générer le graphe d'exécution. C'est comme le diagramme d'activité, d'accord, le point d'entrée jusqu'à la sortie. Et ça peut me donner l'évolution de mon programme. Là où il y a un problème, je peux facilement détecter cela. Donc, je peux suivre l'évolution graphique de l'exécution d'une étape à une autre. Donc, ça, c'est l'analyse de votre programme. Il y a le deuxième test, encore on appelle ça la boîte noire, c'est les black box. Donc ici, les testeurs donnent au système des valeurs d'entrée, seulement des inputs. On a seulement le nom de la fonction, mais on ne connaît pas comment la fonction a été créée. C'est-à-dire, j'ai seulement l'exécutable. Quand j'ai l'exécutable, je n'ai pas les différents paramètres de la fonction au niveau interne. J'ai juste le prototype, le nom de la fonction et les paramètres. Donc, je prépare les différents paramètres. Par exemple, la somme des deux nombres. Je ne sais pas comment la somme a été calculée. Je suis une fonction qui s'appelle somme qui reçoit deux paramètres. Et moi, ce que je vais lui faire, je compare l'entrée avec la sortie. Je sais que la somme doit retourner l'addition de ces deux nombres. Donc, si je donne 1 et 2, ça doit me retourner 3. Si je donne 2 et moins 5, ça doit me retourner moins 3. Si je donne 0 et 0, ça doit me retourner 0. Mais si je donne 0, 0, ça me retourne moins 1, ça veut dire le programme a échoué, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, on doit renvoyer cela au programme pour dire voilà, telle fonction a échoué dans tel cas. Et ils vont aller revoir le code et traiter les cas en question. Donc, là, maintenant, le plus important serait d'enrichir le programme avec plusieurs cas de tests. Donc, ce sont ces différents cas de tests qui vont tester la robustesse de votre programme et pour vérifier que si ça marche ou pas. Donc, ils n'ont pas accès au code source, au code interne et toute documentation décrivant la partie interne du système. Donc, nous avons juste le prototype. Donc, il est impossible de tester un système en essayant d'y entrer toutes les valeurs possibles imaginables. Cela prendra un temps infini. Donc, on ne peut pas tester à l'infini. Donc, on teste selon un certain nombre de valeurs, qu'on appelle ça la classe d'équivalence. Donc, si j'ai la somme des deux nombres, je peux dire, voilà, je vais tester quand les deux nombres sont positifs, quand les deux nombres sont nuls, quand l'un des nombres est négatif, l'autre est positif,
ou quand les deux nombres sont négatifs, d'accord? Je crée par exemple 5 cas de test. Ou bien, lorsqu'un nombre n'est pas donné en paramètre, l'un des nombres est nul, d'accord, et l'autre est une valeur réelle. Donc, je peux tester où les deux sont nuls. Qu'est-ce que le programme va me retourner? Est-ce qu'il va retourner, il y a un message d'erreur? Quel type de message d'erreur? Donc, ici, vous définissez vraiment le différent cas possibles. D'accord? On appelle ça les cas équivalents. Donc, ces groupes sont appelés classes d'équivalence. Les testeurs devraient s'assurer d'exécuter les systèmes avec au moins une valeur provenant de chacune des classes d'équivalence. Les testeurs doivent comprendre le fonctionnement du système, qu'est-ce qui est demandé, et pour bien créer ces différentes classes d'équivalence. Maintenant, si par exemple nous devons valider le mois, nous savons que le mois, c'est en termes de nombres, c'est 1 et 12. D'accord, l'intervalle. Donc je dois avoir de bonnes valeurs, ça veut dire 1 et 12, mais je ne dois pas m'arrêter seulement à tester les bonnes valeurs. Je dois aussi tester les mauvaises valeurs. Les mauvaises valeurs, ça peut être des nombres négatifs de moins l'infini à 0. Si je lui donne moins 3, le programme doit me retourner une erreur. Si je lui donne moins 5, une erreur. 0, une erreur. Si je donne 13, 13 n'est pas le moins une erreur. Mais si je donne une valeur entre 1 et 12, il doit me retourner la bonne valeur. Donc, je définis l'intervalle. Quand je vais tester le mois, voici les différentes valeurs que je vais utiliser, les combinaisons. D'accord? Donc, on peut aussi vérifier une chaîne de caractères est un mois de l'année. D'accord? Le chaîne de caractères, on a 12 classes. Donc, on a de janvier jusqu'à février et à décembre, pardon. Et nous devons aussi alterner avec d'autres caractères invalides. Les caractères spéciaux, mettre un peu de complications pour voir comment le système va réagir. Parce que souvent, quand on se met à la place de l'utilisateur peut saisir du n'importe quoi dans une zone de texte. D'accord? Et si vous n'avez pas mis en place une méthode pour corriger cette erreur-là, ça veut dire quand il met par exemple, au lieu de taper décembre, il a tapé par exemple décembre, d'accord? Vous devez lui retourner un message, ce mois n'existe pas. Mais si vous enregistrez ça dans votre base de données et vous recherchez les utilisateurs qui sont nés au mois de décembre, il se pourrait que cet utilisateur-là ne s'affiche pas. Et pourtant, il est là. Parce que dans votre système, vous n'avez pas pu corriger cette erreur dès le départ à la phase d'entrée. D'accord? Il y aura plusieurs classes d'équivalence que vous allez créer. D'accord? Vous allez combiner plusieurs. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer de tester au moins une valeur pour chaque classe d'équivalence individuelle. Donc, il faut identifier et tester les combinaisons pour lesquelles les valeurs d'entrée pourraient s'influencer. Puis, il serait bon de tester quelques combinaisons prises au hasard. Donc, on peut créer plusieurs classes d'équivalence. Par exemple, pour le jour, je peux prendre des valeurs, par exemple, en moins l'infini à 0. Je sais que les bonnes valeurs, c'est 1 à 28. Ça dépend du mois. Par exemple, le mois de février, ça peut aller de 29, 30, 31. Et les mauvaises valeurs aussi, je connais. Donc, quand je dis si je donne tel intervalle, ça doit être faux. Si je donne ça, ça doit être faux quand il s'agit de février, mais vrai s'il s'agit de tel mois, ainsi de suite. Les années bissextiles aussi, on peut donner des intervalles de test. Donc là, ça sera plus facile à tester. Maintenant, il y a un autre test qu'on fait. On appelle ça test aux frontières. En anglais, on appelle ça edge cases. Ça veut dire les cas extrêmes. D'accord? Souvent, lorsque vous testez un logiciel, vous essayez toujours de donner les valeurs. Vous essayez toujours d'imaginer les clients dans le bon côté. Essayez aussi d'imaginer les clients dans le mauvais côté. C'est-à-dire les clients ne saisissent pas les bonnes valeurs. Souvent, les erreurs viennent que on donne toujours, on définit la classe d'équivalence comme étant une classe de bonnes valeurs. Donc, il y a aussi des classes de mauvaises valeurs et il faut regarder les valeurs extrêmes. D'accord? Les valeurs extrêmes, ça peut être des nombres qui tendent vers l'infini, ça s'appelle ça, ou des opérations impossibles comme la division par zéro. D'accord? La division par zéro peut poser un problème. Ou bien, j'ai fait, par exemple, j'ai déclaré un nombre, par exemple, comme étant un byte. Je sais que le byte ne prend que 8 bits, c'est-à-dire ça de 0 à 256, mais une valeur extrême serait de lui donner par exemple une valeur 300, de voir comment ça va réagir. Donc vous avez programmé quelque chose qui ne peut que recevoir des 0 à 256, mais vous n'avez pas fait dans les tests de recevoir une valeur qui est au-delà de 256, de 255 qui peut être 258, 257, ainsi de suite. Donc si on donne une telle valeur, comment le système va réagir?
Donc, les erreurs se produisent souvent aux frontières des classes d'équivalence, dans de coins extrêmes. Donc, c'est pour cela que quand vous définissez des types comme float, entier, soyez-en sûr que vous maîtrisez aussi les différentes valeurs. Par exemple, si je déclare quelque chose comme entier, je sais que c'est 2 à la puissance 32, d'accord? Je suis dans tel intervalle de valeurs. Je ne dépasse pas telle valeur. Donc, je dois m'assurer que je maîtrise bien mes valeurs. Donc, il faut donc toujours tester ces cas de frontières, les cas de edge cases, parce que ce sont dans ces edge cases où il y a toujours un problème, soit de performance ou des erreurs, d'accord, telles que la division par 0. Donc, par exemple, on peut procéder au test par les classes d'équivalence, on peut tester les frontières au 0, 1, 2 jusqu'à 13 et tester tous les cas positifs et négatifs, d'accord. Donc, les conditions logiques, donc ça c'est par exemple un exemple d'atterrissage d'avion, ben, je vous demanderai de lire ça. C'est juste pour dire que quand il y a beaucoup de tests, vous devez vraiment faire très attention entre les différentes frontières, d'accord. On nous dit à quel moment par exemple l'avion à un moment donné va soit ouvrir, d'accord, au moment où le train d'atterrissage va s'ouvrir, va être déployé. Est-ce que c'est à 2 minutes? Donc la spécification vous dit, voilà les cas. Si on est à moins de 2 minutes de l'atterrissage, on doit l'ouvrir. Ou bien s'il se trouve à 2000 pieds du sol. Mais le fait qu'il y a plusieurs conditions, ces conditions-là doivent être bien décrites pour ne pas tomber dans une erreur. D'accord? Donc si vous regardez toutes ces conditions, ici c'est le sol. Et voilà la visibilité, parce qu'il y a deux problèmes qui sont en jeu. Il y a la visibilité, il y a le temps, d'accord, et il y a l'altitude. Donc, ici, on décrit en général ce qui doit être fait. Donc, dans quelles conditions, et voilà dans quelles conditions, en gris, qu'il y aura atterrissage. Est-ce que, lorsque vous regardez cette condition, est-ce que ça correspond dans la partie en gris, d'accord? Je vous inviterai à analyser ça calmement, d'accord, à faire une pause et analyser et à trouver l'erreur, ok? Donc, lorsqu'on veut faire les tests, comme je vous ai dit, il y a des tests en blanc, des tests en boîte noire. Il faut tester les cas extrêmes. Il faut également utiliser la notion d'écrire des tests et des plans d'inspection. D'accord? Les cas de tests dans les grandes entreprises, on doit les écrire parce que les ingénieurs qui vont tester ne vont pas venir tester seulement comme ça. D'accord? Il doit y avoir un certain nombre de paramètres qui doivent être pris en compte. Au niveau conception, pardon, au niveau cahier des charges, on définit le test d'acceptation. Lorsque le logiciel sera fourni, qu'est-ce que nous devons vérifier? Voilà ce que nous allons vérifier. Nous allons vérifier que cette fonctionnalité existe. Nous allons vérifier que la fonctionnalité login existe. Nous allons vérifier ça. Au niveau ergonomie, nous allons s'assurer que la page web va s'afficher sur n'importe quel écran et il y aura une adaptation automatique du contenu. D'accord? Vous soulignez tout ce qui, du point de vue sécurité, du point de vue performance, vous définissez ça. Et maintenant, au fur et à mesure que vous avancez dans le projet, chaque phase va définir les différents tests à effectuer. Ça veut dire, si je finis cette phase-là, qu'est-ce que je dois vérifier pour m'assurer que tout marche bien au niveau de la phase? Donc, ce sont les tests. Et ça doit être écrit dans un document pour que n'importe quel ingénieur testeur qui va être en contact du document sache réellement ce qu'il doit faire. D'accord? Un cas de test peut aussi inclure plusieurs sous-tests. Donc, chaque test implique l'exécution du système avec le manière. Donc, dans le plan, c'est un document. D'accord? Ici, c'est une partie en anglais. Donc, les plans, les documents des tests, c'est un document qui va contenir plusieurs tests pour le système. D'accord? C'est un document qui est standard. Et si vous n'avez pas ces documents-là, ça peut créer un problème sur ce que vous allez réellement tester. D'accord? Vous allez tester des choses comme ça, au hasard. Par exemple, je vais vérifier que la somme marche bien. Ah, 1 plus 2, ça donne 3. 2 plus 4, ça donne 3. Ah, c'est bon. J'ai testé des fonctions. Mais vous n'avez pas listé tous les tests possibles de la fonction somme. Et plus tard, quelqu'un va donner 0 plus 1, ça lui renvoie la valeur 0. Je dis, mais comment ça ne marche pas? Parce que vous avez testé de manière rapide, ad hoc,
vous n'avez pas pris le temps de rédiger tous les cas possibles. Un cas qui est oublié peut entraîner une erreur fatale. D'accord? Donc, de la phase de conception, plutôt d'analyse des besoins, on commence à rédiger le plan des tests. D'accord? Ce plan des tests aura plusieurs parties. D'accord? Chaque partie, la première partie, donc, on doit identifier les tests en question, on lui donne un nom. Par exemple, vérification de la fonction authentification. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que la page web s'ouvre. Si on tape www.ispt.cd, la page web va s'ouvrir et ça va nous donner la possibilité de taper le login et le mot de passe, c'est la phase 2. Deuxièmement, si on tape le login et le mot de passe, si ça existe, ça doit nous rediriger vers telle page contenu du cours. Si le login et le mot de passe n'existent pas, ça doit nous rediriger vers la page, par exemple, votre mot de passe ou login n'est pas correct. Ok, donc là, vous décrivez ça dans ces documents et vous donnez les différentes instructions aux testeurs dans les différentes phases. Et pour cela, vous allez définir aussi les résultats entendus. Et à la fin, vous devez effacer tout ce qui a été généré comme fichier temporaire pour ne pas avoir de messages inutiles dans le système. Donc, le test doit être documenté. C'est tout un document. Vous allez donner les étapes nécessaires. Donc, il y aura plusieurs niveaux de tests. Ça peut être des tests niveau 1, test niveau 2, test niveau 3. D'accord? Quand on teste niveau 1, c'est des tests critiques. On vérifie le système peut s'exécuter de façon correcte. En cas d'échec, on ne peut pas poursuivre les autres tests. D'accord? On arrête, on bloque. On peut faire un test général. On vérifie les fonctionnalités. D'accord? Les fonctions marchent très bien. En cas d'échec, on peut poursuivre les tests concernant certains aspects du système. Et des tests spécifiques où on regarde juste la vérification d'éléments de moindre importance. D'accord? Le système est fonctionnel, mais n'est pas complet. D'accord? Donc, on détermine les cas de test par énumération des attributs du système. Donc, vous allez passer en revue tout ce dont vous allez concevoir dans votre logiciel et essayer de déterminer quels sont les tests appropriés. Donc, les cas de test doivent couvrir tous les aspects mentionnés dans la spécification. Aucun aspect ne doit être oublié. Donc, je dois concevoir, par exemple, un logiciel qui doit me permettre de resize, ça veut dire changer la taille de mes images. Ou bien de faire un logiciel, par exemple, on dit créer un logiciel qui va faire la même chose que TikTok. TikTok, c'est la plateforme chinoise qui permet de créer des courtes vidéos, d'accord? Et c'est vraiment, ou bien créer quelque chose comme Twitter, un Twitter congolais, d'accord? Quand vous allez décrire votre logiciel Twitter ou TikTok, vous devez dire, voilà, je dois avoir une fonctionnalité pour gérer les utilisateurs, je dois avoir une fonctionnalité pour gérer le follower, je dois avoir une fonctionnalité, par exemple, qui me permet d'afficher les timelines, ça veut dire votre page d'accueil avec les différentes vidéos ou les personnes que vous suivez, d'accord, ou l'actualité en général. Je dois avoir la possibilité de taguer les gens et vous définissez les fonctions. Et pour chaque fonction, vous devez entrer en détail. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette fonction? D'accord? Donc, chaque détail mentionné dans l'explication est un attribut. Et un attribut est quelque chose qui peut être testé. Donc, il faut le vérifier. Quand je dis je vais avoir un compte utilisateur, donc comment vous allez tester que vous avez un compte utilisateur? Il faut vérifier cela. Donc, il faut donc énumérer ces attributs afin de créer les tests, lire les documents des spécifications, encercler tous les attributs identifiés. Toutefois, plusieurs attributs sont implicites, donc ils ne sont pas explicitement mentionnés dans les spécifications. Donc, on peut avoir plusieurs stratégies dans le test. On peut faire un test aussi lorsqu'on veut accepter le produit, un test Big Bang ou un test d'intégration. Donc, dans un test Big Bang, le système est testé comme une unité. On teste tout le système et on vérifie les outputs pour dire que le système ne répond ou pas. Ou bien on teste les différentes fonctionnalités s'il y a collaboration. Donc, il est toujours préférable de tester un système de façon incrémentale, étape par étape, parce que vous allez vous assurer que chaque fonctionnalité fonctionne bien. Donc, testez chaque sous-système de façon isolée
intégrer graduellement ces sous-systèmes. Par exemple, je teste l'authentification à part, je teste par exemple la page de garde ou la page d'accueil à part. Après, je compare si je passe par l'authentification et la page d'accueil, comment ça va se passer, et ainsi de suite. J'incrémente, j'ajoute des fonctionnalités, au lieu de tester comme un tout, parce qu'on risque d'oublier les choses. On peut tester de haut en bas, ça veut dire on passe par exemple sur le plan graphique, on commence à descendre jusqu'au niveau du code basique. On peut tester aussi de haut vers du bas vers le haut. On commence par les fonctionnalités, le test unitaire, on remonte jusqu'à aller vers les fonctionnalités visibles telles que l'interface graphique. D'accord? Donc à chaque niveau, vous aurez des fonctions supplémentaires qui peuvent vous aider à simuler une partie. D'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir tout ce que nous voulons. Dans la phase test, on fait des simulations. Par exemple, je ne peux pas avoir par exemple le back-end, mais je peux simuler une fonction qui me retourne une valeur de back-end, par exemple en JSON. Voilà la valeur que le back-end va me retourner, la température présentée sous forme de JSON. Je ne suis pas obligé d'avoir mon back-end qui est vraiment fonctionnel. Donc, on peut faire aussi un test en sandwich hybride où on mélange les deux. Donc, on teste le haut vers du haut vers le bas, du bas vers le haut. Donc, c'est aussi possible. Donc, ça, ce sont les différentes approches utilisées pour faire les tests. D'accord? Si vous avez les top-down, donc vous avez d'abord le niveau supérieur, vous descendez au fur et à mesure jusqu'à aller vers le bas niveau. Donc, quand vous avez les bottom-up, vous allez commencer du bas niveau, vous remontez jusqu'à aller au haut niveau. D'accord? Et de l'autre côté, on fait le mélange. D'accord? Donc, le cycle des tests, c'est comme le cycle de vie d'un logiciel. D'accord? Quand une défaillance est identifiée, un rapport doit être rédigé afin de documenter la défaillance parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, dans les entreprises, qui ont des systèmes de gestion de bugs. Donc, par exemple, il y a des logiciels gratuits comme Bugzilla, vous pouvez l'installer. D'autres peuvent utiliser, il y a plusieurs logiciels de gestion des incidents. Pourquoi on essaye de centraliser ces informations? C'est pour permettre à toute l'équipe de savoir qu'est-ce qui se passe. D'accord? On peut créer des niveaux d'alarme pour que lorsque, par exemple, tel logiciel a un problème, s'il s'agit de la sécurité, c'est le niveau P1, par exemple, ou P0. Donc, P0, on doit chercher à résoudre ça. Si on avait quelque chose d'autre à faire, on doit suspendre et résoudre ces défaillances-là le plus tôt possible. On peut avoir le niveau P1, le niveau P2, le niveau P3. Donc, on peut classer les logiciels et à chaque niveau de défaillance, vous devez associer une priorité. Donc, c'est la priorité qui va vous définir quand est-ce que vous allez. C'est comme un peu dans l'armée. Donc, quand il y a une invasion étrangère, on se dit non, c'est l'urgence zéro. Donc, on arrête tout, on doit bouter l'ennemi dehors. D'accord? Pareil aussi pour les logiciels. Donc, on peut avoir des fonctions qui ne sont pas vraiment influentes. Par exemple, la couleur n'est pas, on doit le mettre en bleu, on avait mis ça en noir. Donc, c'est pas vraiment prioritaire comme un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir d'intrusion. Par exemple, on a détecté un problème d'intrusion. Donc, on doit avoir une balance entre, mesurer plutôt la priorité entre les différentes défaillances. Donc, les défaillances de basse priorité sont incluses dans une liste, non-bugs, et le développeur doit attribuer la responsabilité de réparer une défaillance. Donc, une nouvelle version est alors créée. Donc, il y a des logiciels qui sont créés pour vous aider à gérer cela, pour ne pas oublier. D'accord? On dit, ah voilà, on avait détecté tel problème en janvier, mais jusqu'en juillet, on n'a pas corrigé ce problème. Pourquoi? Si on remarque bien, c'était juste une discussion verbale. Mais s'il y avait un logiciel de gestion des incidents, des défaillances, et on affectait ça à tel ingénieur, la défaillance, donc lui, dans la liste, il sait que j'ai 10 défaillances à corriger. Donc j'ai déjà résolu 5, il me reste 5 autres. D'accord? Au fur et à mesure qu'il corrige, on update le système et on évolue. Donc, il arrive souvent que la correction d'une erreur entraîne d'autres erreurs. C'est pour cela, lorsque vous faites le test, on ne se focalise pas simplement sur la fonctionnalité que vous avez modifiée. Il faut tester encore toutes les autres fonctionnalités. Pourquoi? Pour savoir si le test que vous avez, plutôt l'erreur que vous avez corrigée dans une fonction n'a pas impacté les autres fonctions. D'accord? Donc, le développeur corrige l'erreur, ne connaît pas nécessairement toutes les ramifications du système. Et ces développeurs peuvent aussi faire des erreurs et la fiabilité du système graduellement régresse. Donc vous devez être à mesure de tester ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle plutôt le test de régression. D'accord? Donc ça va vous permettre, si à chaque fois que vous modifiez une fonction, vous testez, vous lancez le test général de toutes les fonctions pour
visualiser qu'il n'y a pas de fonctions qui ont régressé. Ça veut dire que des fonctions qui marchaient bien, mais maintenant qui ne marchent plus. Parce que telle mise à jour a eu un impact négatif sur une autre fonction. Si je corrige une fonction, je suis satisfait, je lance, mais je ne sais pas que en changeant par exemple le driver, ces drivers-là a impacté aussi d'autres fonctions qui dépendaient du driver. Donc là, j'ai commis une erreur grave. Donc c'est pour cela qu'on fait les tests de régression. D'accord? Il peut être écouté de lancer tous les tests à chaque fois qu'une modification est apportée au système. Alors, seul un sous-ensemble peut être identifié pour faire le test. On appelle ça les tests de régression. Donc, les tests de régression, c'est très important. Mais souvent, lorsqu'on fait les tests maintenant, on ne le fait plus manuellement. D'accord? Il y a des logiciels que vous devez configurer ou intégrer dans votre, par exemple, outil de développement pour faire les tests. Si vous allez, par exemple, sur Java, dans Eclipse, par exemple, vous pouvez faire le test unitaire, d'accord? Il y a le module JUnit, par exemple, qui vous permet de faire le test unitaire. Donc, si je modifie une fonction, je ne teste pas seulement que cette fonction-là marche, mais je peux l'exécuter pour toutes les fonctions qui existaient déjà pour s'assurer qu'il n'y a pas eu régression dans mes fonctions. Le nombre de bugs qu'on trouve dans un système est proportionnel au nombre de bugs déjà réparés, d'accord? Donc, ça, c'est souvent l'observation qu'on se fait. Donc, le test du produit peut être réparti à plusieurs niveaux, d'accord? Il y a les tests où on le fait sous la supervision du client, on appelle ça les tests alpha. Quand j'ai un produit, on dit non, le produit est dans la phase alpha, d'accord? La version alpha, ça veut dire que c'est une version qui est sous le développement, sous supervision aussi de l'utilisateur. Mais lorsqu'on passe au niveau bêta, c'est-à-dire niveau alpha et OK, on passe au niveau bêta, ça veut dire que le test est effectué par l'utilisateur dans un environnement normal de travail. D'accord? On déploie ça dans un environnement normal de travail, on commence à le consommer pour voir comment ça fonctionne. Souvent, recruter à partir d'une liste de clients privilégiés ou experts, ça veut dire vous, certaines entreprises les font. Lorsqu'ils ont fait les tests alpha, ils vous demandent, voilà, souscrivez-vous à notre produit pour le tester. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. D'accord? Vous allez tester le produit, réaliser un certain nombre de tâches comme si vous étiez un consommateur régulier. Et après, vous allez donner votre version sur ce qui va, ce qui ne marche pas. Donc, Open Beta Release est une version non finale mise à la disposition de la population en général. Et les entreprises qui lancent des grands logiciels préfèrent le faire parce qu'avec ça, ils vont recevoir beaucoup de feedback qui va les aider à améliorer leur logiciel. C'est-à-dire des erreurs qu'ils n'ont pas remarquées. Le client peut le remarquer, peut faire le feedback. Donc là, le produit n'est pas encore commercialisé, c'est toujours dans la phase test. Donc une fois que c'est fait, si c'était un produit qui a été commandé par un client spécifique, vous devez maintenant lui livrer le produit pour que lui aussi fasse son test. Là, il va le faire indépendamment de vous. Il va prendre son cahier de charge, va aller étape par étape et vérifier que le logiciel répond à la spécification, ce qui lui a été demandé au départ. D'accord? Donc, on peut nous-mêmes aussi faire ce qu'on appelle des inspections, vérifier le code, que tout marche bien, d'accord? Tout s'assurer que tout marche bien dans le logiciel. Donc, l'inspection est une activité au cours de laquelle des responsables désignés examinent le code source ou la documentation à la recherche des défauts. D'accord? Quand vous êtes une entreprise sérieuse, il faut vraiment passer du temps à s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que votre réputation dépend de ce que vous fournissez comme produit. Donc, normalement, l'inspection se fait lors d'une réunion privée à cet effet. Donc, il peut arriver qu'une inspection soit réalisée par une seule personne, faute d'effectif. OK? Donc, le rôle de l'équipe doit être bien défini. D'accord? Il y aura l'auteur, il y aura le modérateur, secrétaire et tous les gens nécessaires pour animer les débats et réaliser cela. Donc, on aura des documentations à réaliser. On va inspecter tout le code, le design, les plans de test, la spécification. Ici, on est vraiment dans la phase finale avant de livrer le produit. Remarquez par exemple dans la construction des maisons, l'inspection ne se fait pas seulement à la fin. L'inspection se fait à tous les niveaux. Lorsque vous posez la fondation, il y a les inspecteurs chargés de la vérification de la qualité de la fondation qui vont passer. Ils vont vérifier. Lorsque vous élevez le mur, il y a les inspecteurs qui seront chargés pour la qualité du mur aussi, qui vont passer, qui vont valider. Lorsque vous installez
tout ce qui est électricité, les inspecteurs chargés aussi de l'électricité qui vont vérifier que la tension, la charge, tout est correct. Lorsque vous installez tout le matériel nécessaire, ils vont aussi vérifier que tout est correct. L'aération, la lumière, tout ça, les gens peuvent rester dans cette maison. Et lorsque vous terminez la maison, c'est l'inspection finale qui doit se réaliser pour donner un rapport final. C'est sur base de ces rapports-là qu'on peut dire si le produit est de qualité ou pas. OK? Donc, on identifie les choses, on les corrige, on les rectifie avant de livrer le produit. Donc, le manager ne doit pas participer pour ne pas influencer. D'accord? Donc, ça, c'est un peu le déroulement. On n'a pas besoin de cela. Donc, pour finir, principale cause des erreurs, c'est qu'on a remarqué souvent le grand problème dans la qualité du logiciel. On a souvent beaucoup d'erreurs parce qu'il y a manque d'expérience. Les gens qui travaillent sur le produit ne sont pas expérimentés. Le temps nécessaire n'est pas accordé. On a sous-estimé le temps. Donc, un logiciel d'une année, on a dit on va le faire en 3 mois. Et c'est impossible, on bâcle beaucoup de choses. La phase conception a été mal réalisée parce que le cahier des charges n'était pas vraiment compris. On a mal conçu cela. D'accord? Donc, la qualité de votre processus de développement peut se mesurer indirectement à partir du nombre de défaillances rencontrées par vos utilisateurs, le nombre de défaillances trouvées lors des tests, d'accord, le nombre de défauts trouvés lors des inspections, le nombre d'appels reçus de la part des utilisateurs. Souvent, les utilisateurs qui vous appellent souvent, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous avez un mauvais process, donc vous devez corriger cela. Donc, il faut tout faire pour que le client ne vous rappelle pas pour dire que le système ne marche pas. D'accord? Donc, corrigez cela avant que le client ne vous appelle. Donc, il est toujours bon de refaire l'historique d'un projet terminé afin d'en tirer les leçons, c'est-à-dire examiner le processus de développement, revoir les décisions de design prises, identifier les choses qui auraient pu être mieux menées, identifier comment le prochain projet pourrait bénéficier de ces observations. D'accord? Donc, quelques difficultés risquent dans l'assurance qualité. Donc, il peut être facile d'oublier de tester les aspects importants dans un logiciel, tel que exécuter le logiciel quelquefois n'est pas suffisant. D'accord? Il peut y avoir un conflit entre livrer rapidement et assurer un niveau qualité supérieur. D'accord? Créer une équipe dédiée sur l'assurance qualité. Ça, c'est très important. On ne doit pas confondre le programmeur et un spécialiste de qualité. Donc, le spécialiste de qualité doit être là pour vous aider à mesurer les différents paramètres de qualité, s'assurer que tout va bien. Compiler des statistiques sur la qualité de la production, allouer suffisamment de temps pour les activités de test. Donc, chacun a une perception et une attitude différente vis-à-vis de l'atteinte de la qualité. Donc, on doit pour cela former les équipes aux procédures de test. Donc, les tests, par exemple, des logiciels, on ne s'invente pas testeur de logiciels. Donc, il y a tout un training, toute une formation, il faut les recevoir, savoir comment faire les tests unitaires, savoir comment faire les tests d'intégration, tout ça, pour que vous puissiez bien réaliser les tests. D'accord? Donc, en général, dans ces cours, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que beaucoup de logiciels ont échoué tout simplement parce qu'il y a eu quelque chose qui a été négligé en interne, c'est le côté qualité. D'accord? Le client vous demande de réaliser un produit, vous devez être à mesure de lui fournir le produit qui est demandé. OK? Pour cela, vous devez vous assurer à chaque phase du cycle de vie du logiciel que vous avez défini les tests nécessaires à vérifier, à tester pour s'assurer que votre logiciel correspond réellement à ce qui a été demandé. La négligence de la qualité fera ce que le logiciel sera soit rejeté par les clients ou bien le logiciel ne va pas être réalisé comme ça a été prévu. Le projet peut s'arrêter, problème de financement, ou bien vous avez sous-estimé les ingénieurs, vous avez eu un projet, par exemple, de création d'un système d'enregistrement des électeurs, mais vous n'avez pas pu le réaliser, tout simplement vous pensez beaucoup plus côté argent que côté compétences, et vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réaliser le produit. Donc la qualité du logiciel est très très importante,
tout ce que vous concevez, vous devez le tester. Tester avant de pouvoir livrer le produit au client. Donc, je vous souhaite bon courage et à nous revoir bientôt pour la prochaine séance.